Lors de ce cours de diagnostic, dans cette première partie, nous aborderons le système automatisé de production et toutes ses composantes. Puis, dans une deuxième partie, nous aborderons donc la procédure en elle-même, avec la première des choses à faire qui va être d'identifier les fonctions défaillantes, la fonction défaillante, pour ensuite passer au diagnostic en lui-même qui tient en 7 points. On retrouve ici le synoptique d'un système automatisé de production avec toutes ses composantes que nous avons vues tout au long de l'année. On remarquera que les préactionneurs, actionneurs et capteurs ont été retirés de la partie opérative. Sur la partie droite du synoptique, on retrouve les matières d'œuvre entrantes et les matières d'œuvre sortantes, qui sont donc le fruit de toute transformation ou tout déplacement lié à un système automatisé de production. Ici, la partie opérative est composée de tous les outillages qui permettent transformation, déplacement, modification des matières d'œuvre dont nous avons parlé précédemment. Parlons maintenant des actionneurs. Leur rôle est de transformer l'énergie. On a 3 grands types d'actionneurs, que sont les résistances, les moteurs et les vérins. Selon leurs caractéristiques, ils vont transformer une énergie pneumatique, électrique, en énergie mécanique, ou alors une énergie électrique en chaleur, c'est le cas de la résistance. Abordons maintenant les préactionneurs, dont le rôle est de distribuer l'énergie vers les actionneurs dont on vient de parler. Selon le type d'énergie, voilà, ils n'auront pas le même nom. Là, on retrouve un contacteur et un variateur, qui est un contacteur un peu plus évolué, qui permettent par contact de distribuer l'énergie donc vers le moteur, ou alors des distributeurs, qu'ils soient pneumatiques ou hydrauliques, dont le rôle là aussi est de distribuer l'énergie pneumatique vers l'actionneur associé, bien généralement un vérin. Parlons donc des énergies. Elles sont généralement ou électriques ou pneumatiques, difficilement transportables. On sera souvent amené, puisque les énergies sont difficilement transportables, on va être amené à les traiter de différentes manières. L'énergie électrique doit être traitée pour des raisons de sécurité. Ainsi, on évitera les courts-circuits ou les surcharges. Ce sera le rôle des disjoncteurs, comme on le voit sur l'écran. En ce qui concerne l'énergie pneumatique, elle aussi doit être traitée, mais moins pour des raisons de sécurité, mais afin d'obtenir une quantité d'énergie pneumatique régulière et constante. Ce sera le rôle du régulateur et de la filtration. Après avoir étudié les éléments qui composent la chaîne d'action, à savoir actionneur, préactionneur, nous allons maintenant étudier les éléments qui composent la chaîne d'information, à savoir les capteurs. Donc la chaîne d'information est plus petite que la chaîne d'action, par contre les capteurs sont multiples et variés. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certes un capteur sert à capter une information prise dans la partie opérative, mais il sert également à transmettre cette information au travers d'un contact bien souvent électrique vers la partie commande. Il existe plusieurs types de capteurs. La plupart des capteurs sont nommés TOR, c'est-à-dire tout ou rien. Selon ce que l'on cherche à détecter, par exemple des métaux, ce sera des capteurs inductifs. Si c'est des produits opaques, ce seront les capteurs photoélectriques, avec 3 subdivisions, réflexe, barrage, proximité. On retrouve également les capteurs capacitifs, qui détectent, eux, indépendamment les produits opaques, métalliques ou non. Couramment utilisé aussi pour déterminer la position d'une tige d'un vérin, entrée ou sortie des capteurs magnétiques, et plus spécifiquement les capteurs ILS, interrupteurs à lame souple. On retrouve de façon assez conséquente aussi dans les systèmes automatisés de production les capteurs mécaniques et électromécaniques, où là l'objet est en contact avec une partie du capteur. Là on retombe sur des capteurs qui émettent un signal assez peu courant, comme les capteurs à ultrasons, qui ont cette particularité de détecter aussi bien des solides, mais aussi des fluides, des gaz, des liquides. Donc pour des produits corrosifs, ça peut être intéressant. C'est des matériaux qui sont difficilement réglables et assez chers. Il existe aussi d'autres capteurs
autres que les capteurs tout ou rien, qui sont binaires, qui sont qualifiés de binaires, des capteurs analogiques ou numériques, un peu plus précis, un peu plus qui délivrent une information non pas marche ou arrêt, détection ou non détection, ça va être un niveau de température, un niveau de pression par exemple. Le pupitre ou interface homme-machine donc est composé de deux parties, une partie qui permet à l'opérateur de donner des informations à la machine au travers des boutons, et une partie qui nous permet à nous opérateurs de visualiser l'état d'avancement de l'installation. La partie commande est la partie centrale d'un système automatisé de production, bien souvent géré par un automate programmable industriel, donc en logique programmée. C'est une sorte d'espace de rangement où l'automate reçoit donc des informations depuis les capteurs et en fonction du programme, justement, va donner des ordres vers les préactionneurs.